On dit souvent qu'une femme enceinte doit manger pour deux. C'est une phrase qu'on a toutes et tous entendue, parfois dite avec tendresse, parfois avec humour, mais parfois aussi avec un peu trop de certitude. Quand on est enceinte, manger peut vite devenir beaucoup moins évident qu'avant. Il y a les nausées parfois, la faim qui change, les envies soudaines, les fameux cornichons, mais pas seulement, les aliments qu'on adorait hier et qu'on ne supporte plus aujourd'hui. Et puis tout le reste, les conseils de l'entourage, les recommandations médicales, les recherches sur Internet, le poids, le sucre, la toxoplasmose, l'alcool, le diabète gestationnel. Et au milieu de tout ça, une question simple, comment manger au mieux pour soi et pour son bébé sans se perdre dans les injonctions ni la culpabilité. Mon invitée est diététicienne nutritionniste. Elle accompagne les femmes dans leur alimentation, notamment pendant la grossesse et après l'accouchement. Et puis en seconde partie d'émission, place à votre nouveau rendez-vous, ça vaut le goût. Parents pressés, frigo à moitié vide, enfants affamés, envie de bien faire sans passer 2 heures en cuisine. Marianne Tessier, alias Wonder Cook Mum, nous aide à faire les bons choix, simples, rapides, sains, gourmands et surtout compatibles avec notre quotidien. Et aujourd'hui, elle nous aide à choisir un aliment que l'on a presque tous chez soi, le pain. Bienvenue dans Mieux dans mon assiette, ravie de vous retrouver. Je vous propose de passer à table. Bonjour Sandra Ferreira. Bonjour Fanny. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Avec vous, on va parler d'alimentation pendant la grossesse. C'est une période où on reçoit beaucoup de conseils, parfois contradictoires. Manger mieux, ne pas trop manger, éviter certains aliments, surveiller son poids, penser au bébé. Alors, on va commencer avec une idée reçue que j'ai évoquée dans mon sommaire, sans doute la plus connue. Quand on dit qu'une femme enceinte doit manger pour deux, ça vous évoque quoi ? C'est vrai que c'est une idée reçue, effectivement. On a longtemps cru, parce qu'on était deux, qu'il fallait manger pour deux. C'est effectivement, comme vous le dites, une idée reçue. Il faut savoir que lorsqu'on est enceinte, les besoins vraiment énergétiques sont très peu augmentés. C'est-à-dire qu'au premier trimestre, pour donner des chiffres, il n'y a quasiment pas d'augmentation. Il n'y a pas besoin d'augmenter sa valeur énergétique au quotidien lors du premier trimestre. Au deuxième trimestre, les recommandations sont d'augmenter à peu près de 250 kilocalories par jour, ce qui équivaut à quoi ? À peu près une banane et un yaourt en plus. On n'est pas à très peu, plus. Finalement. On est à très peu. Et au troisième trimestre, on passe à 400 kilocalories par jour en plus, ce qui fait encore aller. On va rajouter une petite banane, un yaourt, une petite collation en fait. À chaque fois, c'est une petite collation supplémentaire. En revanche, donc, les besoins énergétiques ne sont pas fortement augmentés. En revanche, les besoins en micronutrition, eux, vont changer. Donc, on va avoir un besoin accru en fer. Il va doubler carrément lorsqu'on est enceinte. On a besoin de plus de fer. Généralement, on est supplémenté aussi. Généralement, on est supplémenté. Et d'ailleurs, pour parler de supplémentation, il y a aussi un besoin accru en folate, donc la vitamine B9. Là, pareil. Généralement, on est supplémenté même avant la conception. Exactement. Donc parce que c'est une vitamine qui permet la fermeture du tube neural. Donc, bref, pour que le système nerveux du bébé et le cerveau se forment bien. Donc, il y a une augmentation pour le faire aussi, parce qu'il faut quand même que j'explique pourquoi on a une augmentation, un besoin accru en fer. C'est qu'il faut quand même concevoir que ce bébé-là qui commence à s'installer fait qu'on a un développement du réseau sanguin qui est fortement accentué. Donc il y a plus besoin de fer pour faire circuler l'oxygène. Voilà en gros. Donc fer, le double. L'acide folique, la vitamine B9, le double aussi, à quelque chose près. Et les deux autres micronutriments qui sont essentiels vont être l'iode, qui va aussi beaucoup augmenter, essentiel dans le système nerveux, et un oméga 3 qui s'appelle le DHA, qui va être aussi essentiel et qui va être aussi augmenté, donc avec des besoins particuliers où il va falloir manger mieux. Donc ce que vous nous dites, manger pour deux, c'est manger 2 fois mieux, mais pas 2 fois plus. Ah bah voilà, on va prendre ce slogan. On est bon, c'est ça, exactement. Ces besoins, vous nous l'avez dit, évoluent davantage au 3e trimestre. Concrètement, tout au long de la grossesse, ça ressemble à quoi une assiette équilibrée quand on est enceinte ? Bien, en fait, c'est l'assiette équilibrée de toute personne qui ne serait pas enceinte. Mais voilà, il faut quand même que je donne une description. Globalement, dans une assiette, c'est toujours bien d'avoir la moitié en légumes et ensuite un quart
de féculents de la famille des produits céréaliers, donc pâtes, riz, semoule, pommes de terre, et l'autre quart en ce qu'on appelle les protéines, donc qui peuvent être animales, viande, poisson, œufs, ou qui peuvent être végétales si on est végétarien, donc plutôt les légumineuses. Mais voilà en gros à quoi ressemble cette assiette, et ça va être la même chose pour la femme enceinte. Ce qui va être différent au deuxième trimestre, puisqu'au premier trimestre rien ne change, c'est l'ajout d'une collation dans l'après-midi, assez simple, un laitage, un fruit, et au troisième trimestre, souvent une deuxième collation dans la matinée. Donc franchement, ça ne change pas beaucoup. Après, c'est la qualité. Effectivement, au quotidien, si on mange des fast-foods, si on avait tendance à faire ça avant, au niveau du... Alors, je ne veux pas dire que les fast-foods, il n'en faut plus du tout, mais en tout cas, il ne faut pas que ça soit trop régulier. Et il faut que la qualité de l'alimentation soit fortement appuyée. C'est vraiment là-dessus où, avec des aliments bruts, plus de légumes, moins de choses industrielles, c'est vraiment, quitte à repenser son alimentation, c'est le moment ou jamais. Je rebondis sur ce que vous venez de nous dire. Petit point d'alerte, si une femme enceinte est végétarienne ou végane? Si elle est végétarienne, j'ai envie de dire pas de point d'alerte. Il y a peu de risques de carence si c'est bien conduit. Végane, déjà le véganisme de base, il faut quand même être suivi parce qu'il y a tout un manque protéique et d'autres vitamines liées à cela. En l'occurrence, même le fer végétal qui est moins assimilé, il y a des petites techniques pour mieux l'absorber. Il faut être supplémenté en vitamine B12 lorsqu'on est végane et donc il faut poursuivre le suivi. Mais c'est faisable de mener une grossesse lorsqu'on est végane, je rassure quand même là-dessus. En tout cas, vous nous avez dressé l'assiette idéale quand on est enceinte. Encore faut-il pouvoir la manger, parce que souvent, c'est le corps qui décide pour nous. Il y a les nausées, les odeurs qui deviennent très désagréables, les envies, les aliments qui ne passent plus, parfois les reflux, la fatigue. Les nausées, bon, généralement, on nous parle d'un premier trimestre. Parfois, c'est un petit peu plus long. Pourquoi elles sont si fréquentes pendant la grossesse? En fait, c'est hormonal, tout simplement. Lors du premier trimestre, essentiellement. C'est vrai que malheureusement, il y a des femmes qui nous regardent peut-être, qui vont se dire « mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai plein de nausées et je suis à 8 mois de grossesse ». Mais majoritairement, c'est le premier trimestre parce qu'il y a un afflux d'hormones dans le corps pour que ce futur bébé se développe bien et qu'il s'accroche bien. Et c'est ça qui crée des nausées, pour tracer globalement le trait de l'explication. Après, quelles sont les solutions? C'est ça, j'allais vous dire, parce qu'effectivement, on peut les subir et c'est difficile. On pense à fractionner les repas, peut-être des petites prises alimentaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conseils béquilles, mais on ne va pas effacer la nausée. Il y a des médicaments, et ça c'est à voir avec le médecin, il ne faut jamais s'automédiquer lorsqu'on est enceinte s'il y a besoin. Mais en tout cas, règle de base, le fractionnement alimentaire, pour ceux qui ne connaissent pas le fractionnement, c'est manger plutôt des petites quantités plusieurs fois par jour. Ce n'est pas choquant chez une femme enceinte d'imaginer qu'elle ait 6 petits repas dans la journée. Ce n'est pas quelque chose c'est pas du grignotage, puisque ce sont des mini-repas. Au lieu d'avoir l'assiette demi-légumes, un quart de féculents, un quart de viande, peut-être que cette femme enceinte n'arrivera à manger que ses légumes et sa viande et basta, c'est pas grave, elle remangera peut-être après un peu de pâtes et le reste de viande qui lui restait 2 heures après. Ça, c'est pas gênant. Ça, c'est un des premiers conseils. Le deuxième conseil, c'est de plutôt manger froid. On a remarqué que quand on mange froid, c'est plus simple au niveau des nausées. Pareil, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est adapté. Il n'y a pas une règle stricte en fonction... La chaleur est un exhausteur aussi de saveurs? Alors, c'est peut-être pour ça. Et d'odeur. À l'autre, voilà. Mais c'était la troisième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut éviter les aliments très très odorants. Plus ça va être odorant, mais là, je crois qu'il n'y a même pas besoin que je le dise. Je suis pas sûre qu'on ait envie de se jeter sur quelque chose. Qui sent très très fort. Et on a remarqué aussi que les aliments glucidiques avaient tendance à mieux passer. Donc si c'est sucré, si les femmes enceintes qui nous regardent ont plus envie de sucrer, c'est parce que instinctivement le corps a besoin de ça. Vous citiez en introduction les envies de cornichons. Les envies sont pas des caprice de femme enceinte, c'est le corps qui sait vers quoi il doit aller pour que ça aille. Un cornichon, c'est pas très grave. Oui, un cornichon, en l'occurrence, c'est pas très grave, mais c'est froid, donc ça va. Et c'est vrai que ça, du coup, pour le coup... Il y a des choses très particulières, c'est-à-dire que là, je dis, il faut éviter ce qui est odorant, et il y a des femmes enceintes à mon cabinet qui vont se mettre à adorer à ce moment-là le roquefort. On n'est carrément pas du tout là où il faut. Mais d'ailleurs, on va en reparler après, parce qu'il y a des risques. Comment on explique ces envies soudaines sur des aliments souvent très marqués, quand même, effectivement, cornichon, exemple très personnel, roquefort peut-être, enfin j'ai toujours aimé ça, mais ou des combinaisons un petit peu particulières, quand certains aliments qu'on adorait
Ça passe plus. Ça ne passe plus. Enfin, moi, j'ai arrêté quasiment le chocolat, qui est ma grande passion pendant 9 mois. Comment on explique ça ? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement hormonal. Ça, il faut en tout cas pas culpabiliser ou pas se dire qu'on devient folle. C'est vraiment, c'est physiologique. Les hormones font faire des choses très particulières. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça joue sur les récepteurs de la langue. Il y a plein de choses qui jouent. Et puis, il y a aussi, on a remarqué que c'est vraiment le corps qui demande ce dont il a besoin. C'est-à-dire que si on a plus envie de ça et moins de ça, pour le chocolat en l'occurrence, peut-être vous aviez moins besoin de magnésium à ce moment-là. Et du coup, le corps avait plus envie, je ne sais pas, de cornichons. De cornichons, voilà, tout à fait. Par exemple, parce que peut-être besoin de fibres. Peut-être qu'il avait besoin de sel. Chips, souvent, on se demande si ce n'est pas un besoin de sel à ce moment-là. Enfin, oui, on se pose la question. Ce n'est pas une valeur sûre, mais on se pose la question de cela. Et quand le dégoût soudain concerne une catégorie d'aliments essentiels et qui rentrent dans votre assiette idéale, je pense notamment aux protéines, quel est le réflexe pour essayer de compenser En consultation, on essaye de trouver les protéines ailleurs. Si on n'a plus du tout envie de viande, ni poisson, ni d'œufs, les protéines, on va les trouver dans les laitages aussi. Donc on essaie toujours de basculer sur une équivalence. Après, je tiens à rassurer... Encore une fois, ça dépend. S'il y a des femmes qui ont des nausées jusqu'à la fin, elles seront aidées par un traitement médicamenteux, très certainement par le médecin. Mais à la fin du premier trimestre, on commence normalement à se sentir un peu mieux. Et en un trimestre, on n'a pas créé des carences, on va dire, fatales pour le fœtus ou la maman. Voilà, il faut quand même... on a 9 mois de marathon, tout va bien. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On n'est pas sur un sprint, mais sur un marathon. Il y a aussi les reflux, souvent associés aux nausées aussi, malheureusement. La constipation, symptôme assez fréquent pendant la grossesse. Qu'est-ce qui peut aider côté alimentation ? Déjà, il faut comprendre, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre pourquoi les reflux. Bon, les reflus, on se dit, il y a le bébé qui prend de la place, ça pousse sur l'estomac, c'est un aspect. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a une augmentation d'une hormone qui s'appelle la progestérone. Et ça diminue le tonus des sphincters. Donc, encore une fois, c'est purement physiologique. On aura beau faire tout ce qu'on veut, les reflux vont peut-être être encore là. Pour ce qui est des reflux, globalement, si on en a beaucoup, il faut éviter de manger gras. Ça va être une catastrophe si on a tendance à manger gras. Que ça soit de bonnes graisses pour la santé ou des moins bonnes, c'est le fait que ça soit gras. Le fractionnement alimentaire reste essentiel quand on a des reflux. Pareil, plus on mangera des petites quantités, mieux ça sera. Donc ça rejoint en fait les conseils contre les nausées. Et puis, on aura tendance à avoir moins de reflux si on évite le décubitus postprandial. C'est-à-dire si on évite de s'allonger trop vite après avoir mangé, donc de laisser 1 ou 2 heures, ou si on a vraiment envie de s'allonger, d'être légèrement surélevé pour pas que ça remonte. Mais ça, je pense que la femme enceinte le fait instinctivement. Elle sent que quand elle est allongée, c'est pas bon. On a quand même cet instinct, heureusement. Ça, c'est pour le reflux. Et vous m'aviez posé la question de la constipation. La constipation. Et ça, en plus, on met l'accent sur les fibres. On met l'accent sur les fibres. En plus, la constipation, c'est à peu près 40% des femmes enceintes. Donc là, là aussi, c'est mécanique, physiologique. Mécanique, physiologique. Ça prend de la place, ça appuie partout. Et donc, l'augmentation des fibres. Légumes, céréales complètes. Quand je dis céréales, je parle de féculents, pas céréales du petit déjeuner. Même si on peut effectivement. Et on peut aussi, attention, qu'on ne culpabilise pas de petites choses un peu différentes. Les légumes, légumineuses, voilà, tout ça, ça va être assez important au niveau des fibres. La constipation, c'est aussi souvent un manque d'hydratation. On n'oublie pas de boire régulièrement toute la journée pour que la selle soit moins dure. Et l'activité physique. Pas forcément sportive, parce qu'on n'a peut-être pas envie, bien que ce ne soit pas interdit de faire du sport si tout va bien quand on est enceinte, mais l'activité physique, de la marche régulière, je pense que c'est le plus simple. Ça active... Meilleur sport. Voilà, meilleur sport, très simple, gratuit. Il n'y a rien à dire. Il y a aussi les aliments qu'on commence à regarder autrement, presque symbole d'interdit. Je pense à la charcuterie, au lait, fromage cru, la viande crue, poisson cru aussi, fruits et légumes mal lavés. Derrière ces précautions de risque, la toxoplasmose et la listériose. Pourquoi il faut y être particulièrement vigilant pendant la grossesse ? Parce que ça va avoir si on est contaminé, ça va avoir un gros impact sur le futur bébé. Mais quand je dis gros impact, c'est que je parle de mort du fœtus, il faut dire ce qui est. Donc il faut en avoir peur, mais pas en faire une psychose non plus. Oui. Pour la maman, ça ressemble à une espèce de grosse grippe. Il ne se passera pas grand-chose, à part ça. Dans la plupart des cas, mais c'est vrai que pour le fœtus, c'est problématique. Et vous l'avez beaucoup dit, cru. S'il y avait une chose à retenir, cuire tout
permet d'éviter la toxoplasmose et la listériose. Voilà, en gros, toxoplasmose, c'est un parasite. La listériose, ça vient de la listeria, qui est une bactérie. Et la listeria est une bactérie qui tient au froid. Et c'est un des problèmes, c'est qu'on pourrait se dire, mais j'ai bien conservé ça au froid, mais si l'aliment a été contaminé avant, la listeria est toujours présente. Donc il faut cuire, ou en tout cas ne pas utiliser des aliments qui seraient crus à la base, c'est-à-dire un fromage au lait cru ou ce type de choses. Et d'ailleurs, pour parler des fromages, les fromages à pâte persillée, comme le Roquefort, dont on a parlé tout à l'heure, ou à croûte fleurie, un camembert, a plus de risque d'avoir dans sa croûte de la listeria, donc à éviter, ou il suffit de le cuire. C'est-à-dire que si jamais vous avez un fromage qui ne serait pas recommandé, qui soit au lait cru, si vous le cuisez au point qu'il y ait des bulles, enfin, vous voyez, vraiment, on le monte très fortement en température, plus de 63 degrés, il n'y a plus de risque. Une fois que c'est cuit, on est bien. Précaution qu'on soit immunisé aussi contre la toxoplasmose. Contre la toxo, ce qui n'est pas le cas de la listeria, on peut être immunisé. Bon, si on est immunisé, faut continuer à cuire à cause de la listeria. C'est ce que j'allais vous dire. En revanche, il y a moins de risques, et je ne l'ai pas dit, pour la listériose, c'est qu'il faut bien laver ses légumes et ses fruits, et l'hygiène de manière générale, bien se laver les mains, pas toucher la litière du chat et après manger, parce que souvent ce sont les animaux qui vont être infectés. Mais si on est immunisé, là, il n'y a plus de risque. Tant mieux, pour ce côté-là au moins de l'hygiène, de lavage des légumes. Est-ce qu'on s'interdit parfois des aliments à tort ? C'est-à-dire qu'on pense que c'est plutôt interdit alors qu'il n'y a aucun souci. J'essaie de voir lequel. Moi, je pense au foie gras, mais parce que je pense à moi, personnellement, en tant que femme enceinte, le foie gras, mais j'ai un petit bémol à donner quand même après. Le foie gras, souvent, on a peur d'en manger. Oui. Parce qu'il est souvent cru. Mais il existe des foie gras, alors vous allez peut-être me dire, il est peut-être moins bon, je ne sais pas, mais en conserve, voilà, un foie gras qui est monté en ultra haute température, donc là, il n'y a pas de risque. Le seul risque, en revanche, donc pas à consommer tous les jours, c'est qu'il faut éviter l'excès de vitamine A, parce que c'est pas bon encore pour le bébé, le développement. Et la vitamine A, on l'a essentiellement dans ce qui est à base de foie, donc il ne faut pas en abuser. Mais j'aurais tendance à penser à cet aliment, à moins que vous en ayez d'autres en tête. Du tout, absolument pas. C'est celui qui me vient a priori. Après, la réalité, c'est que ce n'est pas le moment de manger des huîtres. Ça, c'est sûr, sauf si vous les cuisez. Ah, les fêtes ont une saveur un petit peu particulière. Oui, voilà, c'est ça. En parlant de fêtes, justement, il y a un repère qui, lui, ne se discute pas et qui ne conseille pas du tout la préparation des aliments, c'est l'alcool. Ah. La consigne est claire, c'est 0 alcool. Pourquoi c'est aussi important de le rappeler? C'est important de le rappeler et je suis totalement d'accord, c'est 0 alcool parce que c'est tératogène. C'est-à-dire qu'il y a un risque très fort pour le bébé d'avoir des malformations. Voilà, point. Il n'y a pas de petite dose. Ah oui, mais c'est juste un petit verre de cidre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alcool. Non. Précautions qui ont évolué aussi. Si votre belle-mère, votre mère dit allez un petit verre. Non. Aujourd'hui, non. Et il faut vraiment que la femme enceinte, de toute façon, elle a tendance à oser dire non parce qu'elle pense au bébé, dire non, on ne négocie pas sur l'alcool. Autre point très suivi pendant la grossesse, par les femmes, mais pas que, c'est aussi l'entourage, la prise de poids. On va rappeler qu'elle est tout à fait normale, elle est même nécessaire. Combien de kilos on prend en moyenne pendant la grossesse? C'est très variable, j'imagine. Oui, ça va être très variable en fonction du poids de départ. Si on est ce qu'on appelle sur un poids dit normal, et je parle de normalité de santé, le fameux IMC, si on est sur quelque chose de normal, on n'est pas en surpoids, pas en obésité. Globalement, entre 11 et 16 kilos, on est sur quelque chose de normal. Voilà, 11 à 16 quand même, c'est pas rien, donc c'est bien de se dire que finalement, il n'y a pas de souci. Si on est en situation de surpoids, on recommande plutôt entre 7,5 et 11 kilos. Et si on est en situation d'obésité, on est un peu plus bas, on est plutôt de 5 à 7 kilos, mais on peut, même en situation d'obésité, prendre du poids. On n'oublie pas que le bébé se développe, ça prend de la place, il y a le placenta, il y a le volume sanguin, il y a tout ça qui se développe, et il y a une raison donc à cela. Et puis le but, c'est pas de s'affamer et de manquer justement de nutriments et de se sentir carencé, fatigué, et le jour de l'accouchement de ne plus avoir de force. C'est aussi 9 mois pendant lesquels on va peut-être mettre de côté la culpabilité qu'on peut avoir en temps normal sur son alimentation. Si on pouvait ne pas avoir de culpabilité en temps normal, ce serait formidable. Ça peut être peut-être aussi l'occasion, cette grossesse, de revoir les choses, effectivement. Souvent, les femmes que je vois avant grossesse, pendant, puis après, elles ont changé la vision de leur alimentation. Avant de nous quitter, une petite quand même question sur le diabète gestationnel.
Je l'évoquais en introduction. Qu'est-ce que c'est et comment on va adapter son alimentation? On pense à ce test pas toujours agréable, oui. qui n'est pas systématique, mais que beaucoup de femmes suivent. Ça a un impact sur le développement du bébé ou sa santé future? Ça a un impact sur le développement du bébé. On risque d'avoir un bébé un peu plus gros, donc un accouchement plus difficile, et un bébé qui risque d'avoir plus d'obésité, d'avoir un diabète après. Il y a des conséquences. En revanche, on déculpabilise. Ça concerne 5 à 10% des femmes enceintes, ce qui peut paraître beaucoup, mais finalement, ce n'est pas tant que ça. Et souvent, ce diabète disparaît après l'accouchement. Donc, il y a quelques règles simples alimentaires. Encore une fois, on revient, l'alimentation du diabétique est comme une alimentation équilibrée. Ce qui compte, c'est d'éviter les gros pics de sucre dans l'alimentation. On parle d'index glycémique, d'aliments qui feraient monter plus le sucre dans le sang. Moi, je parlerais plutôt de charge glycémique, c'est-à-dire qu'on peut manger, par exemple, un fruit qui aurait tendance à faire monter un peu le sucre dans le sang. Si on l'accompagne d'un laitage nature, le fait qu'il soit riche en protéines va diminuer cet index glycémique. On appelle ça la charge glycémique. Donc, en gros, l'alimentation du diabétique, c'est pas de sucre ou de produits sucrés en prise isolée. S'il est accompagné de quelque chose, ça se passe en général assez bien. Et l'activité physique, et puis, si besoin, de prendre une consultation avec un spécialiste de la nutrition, ne serait-ce que pour rassurer la femme enceinte. Merci beaucoup, Sandra Ferreira. On va rappeler quand même, on peut se faire plaisir pendant la grossesse. Oui, faut vraiment, là, c'était vraiment les conseils de base, mais il faut quand même savoir se faire plaisir, heureusement. Restez avec nous tout de suite, ça vaut le goût. Notre nouveau rendez-vous pour mieux choisir au quotidien sans se compliquer la vie. Bonjour Marianne Tessier. Bonjour. Ou plutôt Wonder Cook Mug sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, vous allez nous aider à y voir plus clair sur le pain avant de parler composition, conseils pratiques. Est-ce que le pain reste un incontournable dans notre quotidien ? Alors oui, clairement le pain, c'est un incontournable des Français. D'après une étude IFOP, 96% des Français consomment du pain au moins une fois par semaine. 87% déclarent en avoir toujours chez eux et 60% en manger tous les jours. Donc oui, c'est un incontournable. Alors certes, on est passé de 900 grammes par jour en 1900 à 100 grammes aujourd'hui, donc on a clairement baissé la consommation. Effectivement. Mais on consomme quand même encore 10 milliards de baguettes en France tous les ans. Donc oui, c'est un incontournable. C'est vraiment prépondérant dans notre alimentation. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, il y a beaucoup de confusion. On diabolise le pain, le gluten. Est-ce que ça fait grossir? Est-ce qu'il faut ne pas en manger le soir? Bref, on se pose plein de questions. Alors, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que le pain, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est notre ami ou notre ennemi? Et comment le choisir concrètement? Parce qu'il y a plein de sortes de pains différents. Voilà. Donc, ce que je vais essayer là, c'est de vous aider un peu à y voir plus clair à votre prochain passage à la boulangerie ou au supermarché. Effectivement, parce qu'on y va encore très souvent. Oui. Alors justement, vous nous dites qu'on dit plein de choses effectivement sur le pain. On pense au gluten, effectivement, qui a dû faire un petit peu de mal au pain, qui fait grossir. On entend encore beaucoup à ce sujet. Avec tout ce qu'on entend, est-ce qu'il faut vraiment se méfier du pain? Alors, le pain en soi, c'est vraiment pas un problème. Le pain, c'est une source de glucides, et les glucides, c'est essentiel pour notre corps, c'est essentiel pour nourrir notre cerveau, c'est une source d'énergie, c'est une source de vitamines aussi, de la vitamine B, des minéraux comme le magnésium. Donc, en vrai, le pain, c'est important dans notre quotidien. Maintenant, la vraie question, c'est lequel, quelle qualité et en quelle quantité aussi. Parce que souvent, on se perd un petit peu. Souvent, le pain, c'est un supplément. Effectivement, il y a des variétés et voilà. soit il prend une place importante du repas, si on pense au sandwich notamment, mais il peut aussi seulement l'accompagner. Alors concrètement, quel pain on va choisir? Et qu'est-ce qu'on doit bien avoir en tête? Ouais, alors déjà peut-être la quantité, rapidement pour faire un petit rappel sur la quantité. Ce qui est important, c'est de manger, on a besoin de manger par repas entre 40 et 60 grammes de glucides, ce qui équivaut à une demi-baguette, donc notre bon sandwich, ou 150 grammes à 200 grammes de pâtes, mais pas les deux. Et souvent, on prend le pain en additif, en petit bonus, et c'est là que ça devient un problème. Donc le pain, c'est un féculent comme les autres, et c'est très intéressant d'en manger. Et alors, quel pain choisir? Je dirais il y a 3 choses qui sont hyper importantes. Déjà, la composition, comme dans un peu tout, il faut que ce soit hyper simple. De l'eau, de la farine, du sel et de la levure ou du levain, idéalement du levain, mais évitez tous les pains avec plein d'additifs, d'agents de texture, de gluten, avec du gluten ajouté, des arômes, des additifs, des conservateurs.
La deuxième chose, c'est le levain. C'est redevenu à la mode, mais en fait, c'est un truc vraiment ancien et qu'on utilisait avant. Et c'était bien mieux que notre levure chimique actuelle, parce que le levain, c'est une fermentation beaucoup plus lente et ça permet d'assimiler beaucoup mieux les nutriments. Donc, c'est essentiel. Et ensuite, la farine. En fait, il y a plein de sortes de farines. Il y a des farines ultra transformées, il y a des farines ultra raffinées. Ce qui est très important, il y en a plein qui sont enrichis avec du gluten aussi, de l'acide ascorbique, des enzymes, etc. Ce qui est hyper bien aujourd'hui, c'est d'utiliser les farines qu'on utilisait avant, les farines de blé ancien, la farine de petit épeautre, la farine de sarrasin, qui sont des farines beaucoup mieux tolérées, beaucoup plus naturelles, beaucoup mieux digérées. Et la troisième chose, non, je dirais... Parce que tout ça, c'est beaucoup d'informations. On peut interroger son boulanger. On peut interroger son boulanger. Alors déjà, la première chose, c'est, si vous voulez faire simple, vous prenez la baguette tradition. Parce que la baguette tradition, elle est protégée par un décret qui évite d'utiliser des farines trop transformées ou qui évite au boulanger de rajouter des petites choses derrière avant de faire cuire son pain. Donc... très rapidement, la tradition, sinon le pain petit épeautre et avec du levain, idéalement. Et les pains industriels? Alors, les pains industriels... Dans l'ensemble, c'est quand même pas dingue. Non, il faut regarder la liste, hein. Effectivement, elle est longue, avec beaucoup d'ajouts. Ouais, voilà, surtout les pains de mie. Les pains de mie, c'est souvent sucré, c'est souvent avec des huiles transformées, des additifs, des conservateurs. C'est quand même pas génial. Ils rassasient moins, ils donnent des pics de glycémie. Bref, c'est quand même pas du tout idéal. Mais regardez aussi derrière la composition et prenez, si vous n'avez pas le choix, celui qui a le moins d'additifs. Mais en boulangerie, c'est pas forcément mieux non plus. Donc, bien poser en fait la question à son boulanger. Quel type de farine il utilise? Est-ce qu'il met du levain? Ça, c'est hyper important. Et est-ce que lui, derrière, il rajoute des petites choses? Alors, peut-être qu'il ne vous le dira pas, mais bon, c'est toujours intéressant de poser la question. Voilà. Et je dirais après, l'essentiel, c'est de voir comment on se sent. Est-ce qu'on se fait plaisir en mangeant son pain? Est-ce qu'on le digère bien? Est-ce qu'il nous rassasie? Est-ce qu'on n'a pas un pic de glycémie, enfin une fringale quelques heures après? Bref, chacun réagit différemment aux formes de pain, aux formes de glucides. Et donc, il faut aussi s'écouter, c'est hyper important. Et ne pas diaboliser le pain et prendre du plaisir. S'écouter, c'est important. Merci beaucoup, Marie-Anne. Je vous en prie. Merci pour vos conseils. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Mieux dans mon assiette. Très bonne journée sur Mieux, bien évidemment.